De quoi as-tu besoin pour avoir les dents super propres? À quelle heure avait-on décidé que tu allais te coucher? Que va-t-il se passer avec les vêtements sales que tu n'auras pas mis dans le panier? Qu'est-ce qu'on avait décidé à propos des horaires du téléphone? Que pourrions-nous faire pour résoudre ce problème de façon respectueuse pour ton frère et toi? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Damsel Éducation pour cette troisième vidéoconférence de la série #en famille à la maison sur le thème comment mieux vivre cette épreuve du confinement avec vos enfants et avec vos adolescents. Dans la vidéo précédente, j'ai commencé à aborder la question du sens de l'autorité, de notre autorité naturelle de parents. L'idée étant que si on veut aider nos enfants à bien grandir, alors il est important de comprendre pourquoi les enfants n'obéissent plus comme ils le faisaient autrefois, et si on veut être des parents efficaces, alors il est également souhaitable d'accepter que les bonnes vieilles méthodes éducatives de nos grands-parents, voire même celles de nos parents, sont inopérantes aujourd'hui. En réalité, si on veut pouvoir parler d'autorité en 2020, il est nécessaire d'envisager une autre voie. Cette voie, c'est la voie de la coopération. Dans ce temps suspendu, si particulier dans lequel nous sommes, je voudrais revenir en quelques mots sur cette idée de coopération, parce que c'est une notion essentielle dans ce but immédiat que nous poursuivons en tant que parents, à savoir mieux vivre le confinement avec nos enfants. Dans ce contexte particulièrement anxiogène, la coopération est l'un des principaux moyens qui va nous permettre de faire face aux comportements inappropriés de nos adolescents, de nos enfants. En discipline positive, cette idée de coopération s'appuie sur deux besoins fondamentaux de l'enfant, que sont le besoin d'appartenance et le besoin d'importance. Je compte et j'ai de la valeur. Lorsque votre enfant a l'impression que ses sentiments d'appartenance et d'importance sont fragilisés ou qu'ils sont menacés, alors il va essayer par tous les moyens dont il dispose de restaurer, de satisfaire ses besoins fondamentaux. Le souci, c'est que le plus souvent, il va le faire maladroitement, il va le faire avec les moyens du bord. Il va adopter ce qu'on appelle en discipline positive un comportement inapproprié. Et c'est là qu'il est essentiel de bien dissocier l'enfant ou l'adolescent du comportement. Le comportement n'est pas l'enfant. Le comportement, c'est un message, c'est un indicateur. C'est l'expression d'une croyance, d'une interprétation de la réalité. En fait, nos enfants entendent très bien, ils comprennent très bien, mais ils interprètent très mal. Et lorsqu'ils interprètent mal, ils construisent une croyance. Et cette croyance, erronée, va s'inscrire dans leur logique privée, à eux, leur logique personnelle d'enfant. Et ce comportement inapproprié de votre enfant, c'est l'expression de sa croyance. C'est l'expression de sa logique personnelle. Je ne compte pas, je ne suis pas important, je ne suis pas capable, je ne suis pas aimé, je ne suis pas à ma place, etc., etc. Par exemple, plus concrètement, si, à cause d'une erreur d'interprétation, un enfant croit qu'il compte et qu'il n'a de la valeur que si son parent est centré sur lui, alors cet enfant va probablement tout faire pour accaparer l'attention en permanence. Si un enfant croit qu'il n'appartient et qu'il n'a une place que lorsqu'il est en situation de contrôle ou en position de force, alors il va tout faire pour prendre le pouvoir. Il va toujours vouloir être le chef. Si, dans sa logique privée, un enfant ou un adolescent croit, pour X raisons, qu'il ne peut pas être aimé, qu'il n'appartient pas, et s'il souffre à cause de ça, alors il va sans doute adopter un comportement visant à faire du mal aux autres, tout comme lui a mal, pour rendre les choses égales. Un dernier exemple. Si, encore et toujours à cause d'une erreur d'interprétation, si un enfant ou un adolescent croit qu'il est nul, et que ce n'est même pas la peine d'essayer, puisque de toute façon il n'y arrivera pas, alors il va vouloir confirmer sa croyance d'incapacité. Il va adopter un comportement qui aura pour but de confirmer cette croyance de ne pas être capable. Il va par exemple baisser les bras, ou se mettre encore plus en retrait pour prouver aux autres qu'il n'y a vraiment rien à attendre de lui. Ces exemples
doivent nous faire garder à l'esprit que derrière tout comportement inapproprié de votre enfant se cache une croyance. Et traiter le symptôme ne suffit pas. Si on veut faire cesser le comportement, il faut agir sur la croyance. Ce que l'on peut faire en tant que parent pour agir sur cette croyance, pour la transformer, c'est construire une relation parent-enfant qui soit ancrée dans la coopération, dans l'écoute, dans la confiance et dans l'encouragement. Le comportement inapproprié va tout naturellement se faire moins fréquent. Et il ne va pas disparaître. Encore une fois, la discipline positive, ce n'est pas de la magie. Il n'y a aucun objectif de recherche de la perfection. En matière d'éducation, la perfection n'existe pas. Mais lorsque la relation, lorsque le lien est simple, lorsque le lien est sain et solide, lorsque l'on pratique quotidiennement la confiance et l'encouragement, lorsque on essaye et qu'on s'entraîne quotidiennement à la coopération, alors on prend de nouvelles habitudes. Et ces nouvelles habitudes vont avoir pour effet de prévenir et de réduire considérablement les comportements inappropriés de nos enfants. Un enfant normalement constitué ne va pas forcément être prêt ou disposé à coopérer. Il va même probablement montrer une certaine forme de réticence. Et ce n'est pas grave. Au contraire, c'est même plutôt rassurant. L'enfant traverse au cours de son développement psychique des phases d'individuation au cours desquelles il se construit en tant qu'individu unique. Ce processus est normal et on doit le prendre en compte. Mais c'est à nous, les adultes, de trouver les moyens, les astuces pour amener notre enfant vers la coopération, pour l'impliquer. Et pour autant, même si en apparence nos enfants, nos adolescents se montrent réticents, en réalité, ils ont besoin et envie de coopérer. Je sais, ça peut sembler difficile à croire ou à entendre, mais inconsciemment, l'enfant a besoin qu'on lui donne la possibilité d'être reconnu comme ayant apporté sa contribution, comme ayant apporté un vrai plus au fonctionnement familial, et ce, quel que soit son âge. Ça va nourrir son sentiment d'appartenance et son sentiment d'importance. Et ça va réduire de manière significative les comportements inappropriés. Alors bien sûr, si vous avez un ado, alors vous savez que votre ado sait que s'il résiste suffisamment longtemps, son parent va finir par céder et faire à sa place. Prenez du recul. Armez-vous de patience. Dites-lui clairement et calmement que vous avez besoin de lui, parce que nous formons une équipe, et que cette équipe a besoin de chacune et de chacun d'entre nous pour fonctionner correctement. Une clé importante dans la manière de procéder va consister à valider systématiquement les étapes intermédiaires. Je m'explique. Dans ce que vous lui avez demandé de faire, qu'a-t-il accompli correctement ? Dites-le lui. Il s'agit de permettre à votre enfant ou à votre adolescent de s'entendre dire le chemin parcouru, et pas forcément toujours à chaque fois de s'entendre parler de ce qu'il reste à accomplir, ou pire encore de ce qui ne va pas. Il arrive parfois que les conflits ou les crispations entre parents et enfants reposent sur des malentendus, sur une question de point de vue, une question de référentiel. Faire son lit pour vous ne veut pas forcément dire la même chose que faire son lit pour lui. Prenez toujours le temps de lui montrer, explicitement, précisément. Montrez à votre enfant ou à votre adolescent ce que vous attendez de lui. Qu'est-ce que vous voulez exactement ? Montrez-lui comment faire, montrez-lui comment il doit s'y prendre, étape par étape, parce que vous n'avez peut-être pas le même référentiel. Et une fois qu'il se sera mis à l'ouvrage, prenez également le temps non seulement de remarquer ce qui a été accompli, mais aussi de l'encourager et d'apprécier. Et surtout, évitez les sarcasmes ou les moqueries, même affectueuses,
qui peuvent décourager. Faites des commentaires positifs sur ce qui a été fait. Et tant pis si son lit ne ressemble pas exactement à ce à quoi il aurait pu ressembler si vous l'aviez fait vous-même. Positivez son travail. Inconsciemment, ça fait une vraie différence. Et ça va l'encourager à poursuivre et à refaire. Ensuite, plus tard, si vous le souhaitez, prenez à nouveau le temps de lui montrer comment s'y prendre. Montrez-lui comment faire encore mieux la prochaine fois. Mais encouragez-le. Enseigner à son enfant le comment faire se décline en 4 étapes. Première étape, le parent fait, l'enfant regarde. Deuxième étape, le parent fait, l'enfant l'aide. Troisième étape, l'enfant fait, le parent l'aide. Quatrième étape, l'enfant fait tout seul et le parent regarde. Après un incident ou un événement problématique, il nous arrive bien souvent d'expliquer à nos enfants, à nos adolescents ce qui s'est passé. On leur explique. On leur explique le pourquoi du comment, on leur explique ce qu'ils auraient dû faire, on leur explique ce qu'ils devraient ressentir et ce qu'ils devraient faire. On parle trop. Et ainsi, en parlant trop, on en oublie de leur demander tout simplement « Que s'est-il passé ? Comment tu te sens ? Quelles sont tes idées pour résoudre ce problème ?» En discipline positive, lors des ateliers qui sont destinés aux parents, on leur présente un outil qui s'appelle les questions de curiosité. Les questions de curiosité, dans un questionnement respectueux et bienveillant, vont inciter à la coopération. Contrairement aux explications, aux sermons et autres discours, les questions de curiosité stimulent le discernement et la capacité à explorer les conséquences de ses choix. Elles stimulent aussi le sens des responsabilités. Elles sont l'occasion pour nos enfants de s'apercevoir que les erreurs ne sont pas des fautes impardonnables. Les erreurs sont en réalité des opportunités d'apprendre. Concrètement, après un incident, une fois le calme revenu, vous allez vous adresser calmement à votre enfant, à votre adolescent, et vous allez lui poser des questions de curiosité, des questions évidemment adaptées à son âge. Vous allez par exemple lui demander « Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'essayais-tu de faire ? À ton avis, qu'est-ce qui a provoqué cette situation ? D'après toi, comment est-ce arrivé ? Et comment te sens-tu après ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce que tu proposes comme solution ? Comment penses-tu que tu pourrais réparer ce qui est arrivé ? Et qu'est-ce que tu as appris qui pourrait t'aider à faire en sorte que les choses se terminent autrement la prochaine fois ? La méthode consiste à poser une question, puis se taire. Laissez le temps à votre enfant, à votre adolescent. Laissez-lui le temps. Écoutez le silence. Et lorsqu'il commence à répondre, laissez-le parler. Contentez-vous d'écouter, sans réagir. Dans un premier temps, les enfants qui ont l'habitude d'être grondés, d'être punis et qui ne sont pas habitués à cette approche par les questions de curiosité vont vous répondre « Je sais pas ». Votre ado va une nouvelle fois vous demander si vous avez fumé la moquette, si toutefois il daigne vous répondre. N'en faites rien, restez calme et concentré. La stratégie à adopter est de lui répliquer quelque chose comme « J'ai confiance en toi, je sais que tu peux trouver des solutions, je sais que tu peux trouver des réponses. Alors donne-toi le temps d'y réfléchir et je reviens dans 10 minutes et tu me diras quelles sont tes idées. » Et bien sûr, vous revenez dans 10 minutes pour avoir les réponses.
Gardez bien à l'esprit 3 choses. Tout d'abord, l'importance du ton. Le ton de votre voix que vous allez employer est plus important encore que les questions que vous allez poser. Ensuite, vos questions doivent être de vraies questions de curiosité. Il est nécessaire d'être sincèrement curieux au sujet de ce que votre enfant ou votre ado pense et ressent. Vous n'êtes pas dans sa tête. Alors n'interrogez pas comme si vous connaissiez la réponse. Il se peut même que la réponse vous déplaise. Acceptez-la. La réponse d'un enfant ne doit pas entraîner de votre part de discours ou de sermons. Il doit se sentir libre d'exprimer sa pensée et son ressenti. Vous pouvez l'écouter respectueusement sans rien dire, ou bien vous pouvez aussi continuer à poser des questions qui vont lui permettre d'arriver à ses propres conclusions. Mais ne faites pas de commentaires. Enfin, 3e chose, et ce sera sans doute l'exercice le plus difficile, changez votre façon de poser des questions à votre enfant. Oubliez le pourquoi. Lorsque l'on pose une question commençant par pourquoi, on garde le contrôle et on pousse l'autre à se justifier. Si on veut aider un enfant à trouver des solutions, si on veut être dans la bienveillance, on doit éviter les questions commençant par pourquoi. On doit les remplacer par des questions commençant par comment ou qu'est-ce que, en adaptant toujours les questions à l'âge de l'enfant, évidemment. Et en agissant de cette façon, vous l'incitez à vous faire confiance, vous l'incitez à se faire confiance et vous renforcez la qualité de votre lien et par là même vous renforcez votre autorité naturelle de parent. En tant que parent, on éprouve toujours ce besoin irrépressible de dire au lieu de questionner. Lorsque l'on est dans le dire, lorsque l'on dit quelque chose à un enfant, ça revient à le forcer. Or, si on veut qu'il coopère, il est beaucoup plus pertinent et efficace de faire remonter quelque chose de l'enfant plutôt que de le forcer. Notez vous-même. Notez ce qui se passe dans votre corps lorsqu'on vous donne un ordre, c'est-à-dire lorsqu'on est dans le dire. Votre corps va se raidir et votre cerveau va résister au message. Alors que lorsqu'une question vous est posée de manière respectueuse, votre corps va se détendre et votre cerveau va chercher une réponse au message qui lui est envoyé. Pendant ce processus de recherche, vous vous sentez respecté, capable et plus enclin à coopérer. Alors plutôt que d'intimer des ordres ou des injonctions du type « va te brosser les dents »,« va te coucher »,« mets tes vêtements dans le panier »,« pose ton téléphone », etc., etc., demandez plutôt à votre enfant. De quoi as-tu besoin pour avoir les dents super propres ? À quelle heure avait-on décidé que tu allais te coucher ? Que va-t-il se passer avec les vêtements sales que tu n'auras pas mis dans le panier ? Qu'est-ce qu'on avait décidé à propos des horaires du téléphone ? Que pourrions-nous faire pour résoudre ce problème de façon respectueuse pour ton frère et toi ? Encore une fois, lorsque vous posez une question à votre enfant sur un ton ferme et bienveillant, son corps se détend et son cerveau cherche une réponse au message qui lui est envoyé. Pendant ce processus de recherche, votre enfant se sent respecté, capable et beaucoup plus enclin à coopérer. En ces temps de confinement, on a besoin de calme et on perd facilement patience et on est tenté d'aller au plus simple et au plus rapide. On ne va pas se mentir, on sait, vous et moi, que quand on les punit, la plupart des enfants cessent leur comportement inapproprié, du moins pour un moment. Ceci peut nous laisser penser que punir est efficace, mais attention, en agissant à court terme, on ne traite que le symptôme, on ne traite pas la croyance qui se cache derrière. Ça signifie qu'on ne met un terme au comportement inapproprié que jusqu'à la prochaine fois.
Et puis surtout, qu'en est-il des effets à long terme ? La recherche en neurosciences dans ce domaine a permis des avancées spectaculaires. Aujourd'hui notamment, grâce à l'imagerie médicale, on a le recul suffisant pour l'affirmer, on sait que les punitions et les sentiments d'humiliation ou d'injustice qui les accompagnent entraînent en réalité à long terme des effets qui sont néfastes au développement d'un enfant ou d'un adolescent et qui vont à l'encontre de tout le bien qu'on veut pour nos enfants. Alors c'est à nous, les adultes, d'être bien au clair avec ce qu'on veut apporter et ce qu'on veut transmettre à nos enfants. À nous de garder à l'esprit les effets à long terme de nos choix éducatifs, plutôt que de nous laisser séduire par les résultats à court terme. D'autant plus que la souffrance de l'enfant qui découle des méthodes punitives n'est pas une condition requise pour que l'autorité du parent soit reconnue. Il n'est pas nécessaire que l'enfant se sente mal. Le ressenti de votre enfant peut très vite basculer dans la dissimulation, la rébellion, la rancœur, la revanche, et ça peut clairement devenir totalement contre-productif. De plus, ça nous place dans une forme d'autorité verticale qui n'est plus compatible avec ce monde dans lequel nous vivons et dans lequel vivent et grandissent nos enfants. Dans ce monde-là, en tant que parents, nous devons adapter notre approche éducative. Plutôt que d'enseigner à nos enfants ce qu'ils ne doivent pas faire pour éviter le gendarme qui est planqué derrière l'arbre, ou plutôt que de leur enseigner ce qu'ils doivent faire pour se conformer à un modèle de soumission, il apparaît beaucoup plus efficace de lui enseigner comment développer ses capacités et ses compétences sociales. Et pour cela, nous devons, nous, les parents, ajuster notre regard, changer notre façon de faire et nous centrer sur la recherche d'une solution, plutôt que de chercher à qui la faute pour punir un coupable. Tournons-nous résolument vers l'avenir. Centrons-nous sur le processus, sur le comment faire. Concentrons-nous sur ce que l'on peut changer dans notre manière de nous y prendre en tant que parents pour améliorer l'existant. La discipline positive propose une approche et des outils pour aider l'enfant à prendre conscience de toutes ses capacités. Et de nombreuses familles ont témoigné de ce que l'ambiance à la maison avait radicalement changé le jour où les adultes sont sortis de cette dualité gagnant-perdant et ont cessé d'avoir à cœur de gagner et de faire ainsi de leurs enfants des perdants en les mettant en situation d'infériorité. L'autorité naturelle de l'adulte, votre autorité naturelle de parent, doit s'appuyer sur votre conviction intime que votre enfant est capable, qu'il connaît la solution et qu'il est prêt à la mettre en œuvre, à la condition, bien sûr, que vous le lui demandiez gentiment et avec respect. Je vous retrouve très bientôt pour une 4e vidéoconférence de la série #En famille à la maison, toujours sur le thème « Comment mieux vivre le confinement avec vos enfants ». D'ici là, soyez patients et compréhensifs envers vos enfants. C'est vraiment difficile pour eux ce qu'on vit en ce moment. Et soyez compréhensifs et indulgents aussi envers vous-même. Vous êtes capable de surmonter tout ça et vous allez y arriver. L'éducation est un chemin. C'est un processus dynamique, en mouvement, dans lequel chacun évolue. Et nous aussi, les adultes, on a le droit de se tromper. Prenez soin de votre famille, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Bye. Lorsqu'une question vous est posée de manière respectueuse, votre corps se détend. Votre cerveau cherche une réponse au message qui lui est envoyé. Je ne sais pas si je vais réussir à me détendre.